Non mais ça va, ça. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ici à Nantes, au bar-restaurant Canopée. Aujourd'hui on accueille Claire Benveniste, bienvenue, et Simon bonjour Claire, à mes côtés pour animer cet épisode. Claire, tu es experte en assainissement eau-hygiène, tu as travaillé dans des bureaux d'études, à l'Agence française de développement, dans un grand groupe et également dans des ONG en tant que salarié. C'est le thème de la bretelle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est être ingénieur en ONG? Claire va nous aider à répondre à cette question. En quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à vous. Pour commencer, merci de me recevoir. Alors pour me présenter, j'ai fait des études d'ingénieur en hydraulique à l'école de Grenoble qui s'appelait encore hydraulique et mécanique de Grenoble à l'époque et qui s'appelle maintenant l'ENSE Cube. Et j'ai fait des stages un premier stage en labo de recherche dans un labo de glaciologie à Grenoble pour vérifier que je ne voulais pas faire de la recherche. Et c'était un peu l'intuition que j'avais, ça s'est confirmé, même si c'était très intéressant. Okay. Et puis ensuite, j'ai fait un stage chez Veolia à Nantes en eau potable et chez ISL, un bureau d'études en hydraulique fluviale. D'accord. Et j'ai commencé ma carrière en bureau d'études à Paris, chez Prologue Ingénierie, où j'ai fait l'hydraulique urbaine et fluviale. Donc surtout sur les questions de réseau d'assainissement et de gestion de cours d'eau. Et puis donc c'était des sujets qui étaient très intéressants, mais j'avais une attirance pour l'international depuis longtemps. J'avais fait mes études notamment en Erasmus au Danemark. Okay. Et j'avais une attirance pour les pays du Sud, qu'on dit, ou pays en voie de développement. Et donc j'étais allée en vacances au Togo pendant que j'habitais à Paris pour vérifier si c'était une intuition à suivre ou pas. Et ça s'est confirmé, et du coup je suis partie au Cambodge pendant 2 ans, qui est un pays très différent du Togo, mais où il y a des problématiques aussi de développement. J'ai travaillé dans un premier temps pendant 6 mois pour l'Agence française de développement. En fait je suis allée les voir en arrivant sur place pour parler eau et assainissement. Ce qu'on a fait longuement, et ils n'avaient pas de poste à pourvoir dans ce domaine-là. Ils cherchaient quelqu'un pour leur 20e anniversaire de présence au Cambodge à ce moment-là, pour mettre en place des événements, notamment une table ronde sur les problématiques liées à l'eau et au développement au Cambodge, pour mettre en place une exposition photo sur les murs de l'ambassade, sur les conditions de travail dans les usines de textiles, etc. Et pour mettre en place développer des supports de communication, un site internet, un film d'une quinzaine de minutes. Donc là, tu étais embauché par là, j'étais embauché par eux sur place avec un contrat local sur place, et j'étais en lien direct avec le directeur de l'agence sur place et la division communication au siège à Paris. Donc c'était une expérience particulièrement riche parce que ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses sur le pays, sur le Cambodge, et sur les enjeux de développement dans ce pays-là, mais aussi plus largement. Okay. Voilà, et ensuite j'ai travaillé pendant 1 an et demi pour un bureau d'études créé par des Américains d'Ingénieurs sans frontières qui s'appelle Advancing Engineering Consultants. Et donc c'était une petite équipe à l'époque, il y avait entre 5 et 10 personnes selon les périodes. Et ils avaient une antenne au Cambodge et une en Indonésie. Au Cambodge, le cœur de métier, c'était le génie civil, la construction, et en Indonésie, plus l'énergie. Et du coup, ils m'ont recruté pour créer la division eau et assainissement. Donc, tu les as rencontrés sur place Je les ai rencontrés sur place, oui. J'ai fait une candidature spontanée. Ils m'ont dit, comme des Américains, « Your CV looks great ». Alors, je me suis dit « Waouh !» Yes. On dirait jamais en France. Et puis après, j'ai compris que en français, ça se dit votre CV est intéressant et pas génial. Mais et ça a commencé comme ça. Okay. Et du coup, c'était chouette parce que c'était une petite équipe. Le chef américain était jeune et me laissait beaucoup d'autonomie. Et du coup, j'ai appris à faire de la prospection commerciale, à identifier des potentiels clients, à répondre à des appels d'offres, etc. À la fois pour des ONG, puis pour des bailleurs de fonds tels que l'UNICEF, l'Agence française de développement aussi. D'accord.
Et du coup, on avait gagné. On a effectué 2 évaluations de projets financés par l'Agence française de développement. Une fois que je travaillais plus chez eux, bien entendu, sur du drainage urbain et puis un projet d'irrigation aussi au Cambodge. Okay. Donc c'était hyper intéressant. En fait, ils font ça dès qu'ils terminent un projet. C'est des projets sur 4-5 ans. Et c'est une évaluation de si le projet il a été efficace, effectif, quels ont été ses impacts, etc. Donc c'est une enquête auprès de toutes les personnes qui interviennent sur le projet. Et t'es resté combien de temps du coup Et je suis restée au Cambodge, je suis restée 2 ans. Et dans cette entreprise-là, alors 2 ans, mais plus 1 an et demi à temps plein. Et puis les 6 premiers mois, je faisais 1 jour par semaine. Okay. Et comme ça, je travaillais 4 jours par semaine pour l'Agence française de développement. J'avais négocié ça. Ok. Donc, voilà. Et au bout de 2 ans, en fait, je suis rentrée en France pendant 1 an à Nanterre. En fait, j'avais eu vent. Il y avait Suez Consulting, ou anciennement Safej, qui travaille au Cambodge depuis très longtemps, notamment sur les questions d'eau potable. Et j'avais eu vent d'une opportunité au siège à Nanterre, au sein de la direction internationale. Okay. Donc je les ai rejoints. Et là, j'étais dans la direction commerciale. Donc je répondais aux appels d'offres internationaux en Asie et en Afrique, notamment, toujours dans le domaine de l'eau et l'assainissement. Donc ça m'a permis de découvrir vraiment les différents types de projets financés par ces bailleurs de fonds internationaux, de bien comprendre les mécanismes de financement, etc. Mais tu avais quand même un rôle commercial à ce moment-là aussi. Alors je faisais pas tellement de prospection de nouveaux clients, par exemple. Okay. Après, j'étais parfois en échange avec des partenaires, d'autres bureaux d'études avec qui on se mettait en partenariat, ou des ONG. C'est arrivé que ce soit des ONG que je connaissais du Cambodge, par exemple, avec qui on répondait ensemble à un appel d'offres. Mais c'était vraiment de la réponse à appel d'offres pure. Ce que je trouvais du coup un petit peu frustrant, parce que qu'on gagne ou pas l'appel d'offres, on ne travaillait pas sur le projet ensuite. Ouais. Et puis le terrain me manquait un peu beaucoup. Donc pendant cette année-là, j'étais partie pendant 1 semaine en Irak avec Aquassistance, qui est l'association de solidarité de Suez. Ça veut dire que c'est soit des salariés ou des retraités de Suez qui partent sur leur congé bénévolement. Et pour faire une mission d'expertise sur l'évacuation des eaux grises dans un camp de réfugiés, de déplacés irakiens. Okay. Et donc c'était très intéressant. Et pour moi, c'était aussi une façon de voir si je voulais faire plutôt de l'urgence ou rester dans le développement. Donc ça, c'était une mission d'urgence que tu as Ouais, fait c'était plutôt... Alors là, c'était vraiment ponctuel. C'était 1 semaine, donc c'était de l'expertise. Donc t'as pas le temps de voir beaucoup de choses. Mais on a été accueillis sur place par une ONG qui s'appelle Première Urgence Internationale et qui fait de l'urgence, comme son nom l'indique. Et du coup, ça permettait quand même d'avoir un aperçu des conditions de vie et de travail des salariés qui nous ont accueillis. Et pour moi, ça a été assez rédhibitoire pour la suite, quoi. Parce que ça voulait dire que tu travailles et tu vis H24 avec les mêmes personnes. Et ouais, pour moi, c'est un peu trop, ouais. C'est intense, ouais. Okay. Voilà, ça peut convenir à certaines personnes, moi c'était pas mon cas. Donc ça a conforté un peu cette intuition-là. Et après Suez du coup Et après Suez, donc en fait j'avais demandé un congé de solidarité à Suez, okay. Qui est une sorte de congé sabbatique, sauf que tu continues à cumuler ton ancienneté. Il me semble que tu es obligé de retrouver le poste que tu avais en partant. Et okay. C'est un congé de 6 mois maximum que tu peux demander en 1 fois ou plusieurs fois. Il me l'avait accordé pour 4 mois et demi. Donc, je suis partie avec une ONG qui s'appelle OEVI, une ONG française qui travaille dans les bidonvilles pour améliorer les conditions de vie via l'accès à l'eau potable, l'assainissement, la gestion des déchets, okay. L'hygiène et la lutte anti-incendie. Ouais. Tout ça. C'est riche. C'est riche, ouais. Et ils travaillent aux Philippines, au Bangladesh, en Côte d'Ivoire notamment. Et ils ont fait aussi une étude de faisabilité en Bulgarie, dans des camps roms. Et donc je suis partie au début sur place. Et en fait, au bout de 2 mois, il y a eu un attentat de l'État islamique qui fait qu'on a été rapatriés pendant 2 mois en France. Là, c'était dans quel pays? Au Bangladesh. Ouais, c'était dans la capitale.
Ok, donc ça doit refroidir. Ça refroidit un petit peu, ouais. Donc t'es rentrée du coup. On a été. Moi, je devais partir en vacances de toute façon en dehors du pays juste après. Ce que j'ai fait, et puis ensuite, au bout d'une semaine, on nous a dit en fait, vous n'allez pas rentrer au Bangladesh tout de suite, donc on est rentré en France. Et c'est vrai que comme les 2 premiers mois s'étaient très bien passés, j'étais très frustrée. et j'ai choisi en rentrant de quitter Suez pour pouvoir continuer ensuite plus longuement avec Olivier. Et au final, j'ai passé 3 ans et demi avec Olivier. Avec des postes différents. Pas mal de postes différents. Une évolution au sein de l'ONG. Ouais, c'était beaucoup des créations de postes. Okay. Donc dans un premier temps, en gros, j'ai fait 2 fois un an sur le terrain au Bangladesh. Et j'ai à la fois appuyé l'équipe sur les services existants, notamment d'eau potable, pour optimiser un peu les choses, apporter un appui technique, mettre en place un système d'information géographique qu'ils n'utilisaient pas auparavant. Donc on avait commencé avec cet outil au Bangladesh et ensuite ça a été mis en place dans les autres pays. Et on avait travaillé aussi sur les conditions de sécurité des employés, notamment sur les ouvrages en hauteur. Voilà. Et puis le gros du sujet, c'était de créer des services d'assainissement. Donc d'abord d'accès à des toilettes. Qui n'existaient pas du tout du coup. Et ils avaient déjà des toilettes, mais en piteux état. Enfin, il y avait beaucoup de toilettes. Certaines n'étaient pas utilisées, d'autres étaient dangereuses. Toutes étaient polluantes pour l'environnement et avec des forts risques de contamination pour les personnes. Et donc, la première année, on a fait un projet pilote, donc à petite échelle, pour une centaine d'habitants, sachant que le bidonville, il comprend 20 000 habitants. Donc, c'est un gros... C'est petit en surface, mais c'est très dense. Et du coup, quand je suis partie, on a terminé la construction d'un bloc sanitaire avec des douches, des toilettes, des urinoirs, etc. D'accord. Et c'était vraiment un processus en collaboration avec les habitants et les autorités locales aussi. Et ensuite, j'ai fait un an au siège à Nantes. Donc, j'ai eu un double poste. À la fois, j'étais référente sur plusieurs sujets. Donc, ça veut dire que j'étais chargée de donner un appui méthodologique sur le recrutement aussi des équipes. Et puis, en suivi de projet aussi, pour harmoniser les bonnes pratiques, en gros. Et d'autre part, j'étais responsable de secteur Philippines, ce qui veut dire que je supervisais la personne qui était responsable des équipes aux Philippines. Donc voilà. Plus des responsabilités managériales à ce moment-là. Ouais. Et de gestion de projet, coordination. Et puis d'appui aussi stratégique sur quelle stratégie mettre en place, par exemple, sur la sensibilisation à l'hygiène, la lutte anti-incendie, etc. Ok. Ça, c'était jusqu'à quand, du coup ? Les dates, je ne sais plus, mais c'était pendant un an. Okay. Et ensuite, pendant cette période-là, on a réussi à lever des fonds importants pour l'ONG pour donner suite au projet pilote d'assainissement au Bangladesh. Donc, dans ce cadre-là, je suis repartie sur place pour passer à l'échelle ce projet à l'ensemble du quartier. Et du coup, là, c'était un poste de chef de projet sur place, avec recrutement, formation de l'équipe, mise en place des process. Vraiment en collaboration avec l'équipe existante pour que le nouveau service soit accepté. Et puis j'étais référente aux équipes qui étaient aux Philippines et en Côte d'Ivoire notamment pour les appuyer à développer le même type de service mais à la sauce locale chez eux quoi. Voilà. D'accord, donc là on en arrive aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, je suis entre 2 postes. Je vais prendre un nouveau poste la semaine prochaine dans une autre ONG qui s'appelle Sève et qui travaille toujours dans l'eau potable et l'assainissement, mais cette fois-ci en Afrique, avec une approche un peu différente. D'accord. Donc encore un emploi en ONG. C'est vrai que nous on a le cliché quand on pense ONG. Je pense qu'on est beaucoup en tant qu'étudiant. C'était notre cas, je pense. Penser ONG égale bénévolat. Je suis la preuve que c'est pas le cas et pour avoir travaillé un peu le sujet, c'est vrai que on a constaté qu'en France, dans les associations de solidarité internationale, ça représente quand même, je crois, 51 000 emplois d'après Coordination Sud. Et dans ces 51 000 emplois, plus de 70% de salariés.
Donc, c'est la preuve que du coup, il y a clairement des emplois dans les ONG. Si on peut faire un peu un point sur ce qu'est une ONG, donc c'est une association à but non lucratif, dont le but est, qu'il y ait une indépendance financière, indépendance politique et une notion d'intérêt public. Ça, je pense, c'est un point central dans l'ONG. Tout à fait. Et peut-être qu'on peut parler rapidement des différents types d'ONG. Tu en as parlé un peu entre développement et urgence. Ouais. Dans les ONG humanitaires. Peut-être entre ces deux types d'ONG humanitaires. Oui. Tout d'abord, je reviens juste à ce que tu disais au début sur le fait qu'effectivement, on peut penser qu'une ONG c'est plutôt des bénévoles. C'est vrai qu'en France, il y a beaucoup d'associations qui sont énormément basées sur l'appui de bénévoles. En fait, à l'étranger, par exemple au Cambodge, moi quand j'étais arrivée sur place, j'ai essayé de faire du bénévolat, parce que je faisais du bénévolat au Resto du Cœur à Paris à Miami. Ça marchait pas. Et pas très bien, non. Les gens, non, du coup les gens s'en fichaient complètement de si tu venais ou pas. Enfin, ça avait pas de poids. Okay. C'était vraiment pas. C'était pas un système qui fonctionnait. Non, c'était pas vraiment utilisé. Ça semble étonnant dit comme ça. Enfin, j'ai du mal à imaginer du coup. Après, il y a du bénévolat aussi, mais c'est pas aussi institutionnalisé qu'en France avec. Moi, je connais plus les Restos du Cœur, mais où c'est vraiment, c'est presque culturel de donner un peu de son temps, etc. Surtout quand on est retraité. Bon, là-bas, évidemment, les retraités, c'est un peu différent. Ouais. Et donc, ils sont tous salariés au sein des ONG locales ? Beaucoup. Okay. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des... il peut y avoir, par exemple, des médecins ou quoi qui viennent en mission sur leur congé, ça arrive. Mais en tout cas, je trouvais que c'était beaucoup moins systématique que chez nous. Ok. Voilà. Et du coup, la différence entre ONG humanitaire en urgence et en développement ? Du coup, tu as pu tester les deux ? Ouais. J'ai testé beaucoup plus le développement. J'ai mis un demi-orteil dans l'urgence pendant une semaine, on va dire. Donc, ce que j'en sais vient juste de cette expérience-là. Ce que je peux dire, c'est qu'historiquement, de ce que je comprends, l'humanitaire, que ce soit, c'était plutôt de l'urgence au début, mais c'était beaucoup aussi du bénévolat, de ce que je comprends. C'était pas forcément des postes salariés. Et ça s'est professionnalisé petit à petit. Aussi parce qu'on se rend vite compte sur place que la bonne volonté et l'argent, ça suffit pas du tout pour développer des solutions qui soient durables. Il y a beaucoup cette vision de aider, de solidarité et des fois presque de fraternité, de paternité. Il y a cette, on s'en rend compte petit à petit qu'il y a en fait un historique un peu colonialiste, quoi, et qui peut ressortir même encore aujourd'hui dans certaines démarches. Il y a des les Occidentaux vont à l'étranger et se rendent sur place. Ouais. C'est ça. C'est aider. C'est des gens qui sont là que pour être aidés. Et il y a un peu le syndrome du sauveur blanc qui vient tout régler sur place. Okay. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, heureusement, qui évolue, mais qui est assez dérangeant. Et qui est beaucoup plus profondément ancré que ce qu'on peut imaginer. On se surprend soi-même des fois à avoir des pensées ou des comportements qui sous-entendent que telle personne ne peut pas faire ça parce qu'il est du pays, il ou elle est du pays, et on se dit waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Donc faut être vigilant aussi. Et du coup, comment tu définirais l'ONG humanitaire de développement ? Ça, c'est ce que tu as plus fait du coup ? Ouais. Comparé à l'urgence, par exemple, il y a quand même une situation de crise. Ouais, je dirais qu'en termes de structure, c'est le même type de structure, donc de statut administratif, on va dire. Après, c'est plus sur le type de mission et de contexte. L'urgence, c'est vraiment dans un pays en crise, c'est-à-dire soit il y a eu un conflit, une catastrophe naturelle, par exemple, ou une épidémie. Donc c'est vraiment une urgence, quoi. Le développement, c'est plus sur des enjeux de plus long terme, moyen voire long terme, où du coup là les enjeux c'est de développer des solutions durables et du coup de prendre le temps aussi de réfléchir à les construire ensemble. Ce qu'on peut pas se permettre de faire quand il y a eu un tremblement de terre, par exemple, on va pas passer 2 mois à faire une étude ou 6 mois à faire une étude et à réfléchir à ce qu'on va faire. Donc c'est un peu essayer de trouver ce juste milieu. Et après il y a une frontière qui est pas si claire entre l'urgence et le développement, parce que des fois on bascule une solution d'urgence à une solution de développement. J'avais appris quand j'étais allée en Irak, on m'avait dit que quelqu'un qui entre dans un camp de réfugiés, en moyenne, il y reste 17 ans. Donc c'est énorme.
Donc c'est là où on voit l'importance de construire des choses pérennes c'est ça, et de voir le long terme. Ouais. Et c'est toute l'ambiguïté parce que en fait au début c'est effectivement une solution d'urgence. Il y a eu par exemple, assez récemment un nombre très important de Rohingyas qui sont des personnes qui vivent normalement en Birmanie et qui sont musulmanes, qui sont arrivées au Bangladesh d'un coup, donc un afflux de réfugiés et donc du côté bangladais, c'est un exemple mais c'est partout pareil. On dit ils sont pas de chez nous, donc on va pas les accueillir. Et puis en fait, on sait que ça va durer des années. Oui. Donc les ONG et en tout cas tous les acteurs qui œuvrent sur place, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'installer des infrastructures pérennes, même si tu sais que ça va rester des années. C'est l'urgence qui dure. C'est l'urgence qui dure. C'est aussi. Alors après, on comprend aussi que le pays qui accueille les réfugiés, c'est complexe aussi parce que tu peux pas. Enfin, ça crée aussi un déséquilibre économique. Ça engendre tout un tas de complexités. Mais du coup, ça fait qu'il y a un besoin sur du long terme auquel on ne peut pas répondre de la même façon. D'accord. Est-ce que, je rebondis par rapport à ce que je dis, par rapport au Bangladesh, est-ce qu'il y a des pays qui rejettent la balle aux ONG et qui du coup se disent les ONG vont le faire Bien sûr, il y a un risque que les alors je connais pas les détails parce que j'ai que travaillé dans ce genre de contexte. Mais le risque, oui, c'est que les ONG fassent des choses à la place du gouvernement. Maintenant, heureusement qu'elles sont là aussi, notamment dans les situations d'urgence. Mais dans le développement, notamment, c'est vrai aussi. Et c'est important, et c'est pas le cas de toutes les ONG, de garder en tête qu'on est censé être là pour une période transitoire. Et qu'à terme, normalement, si le monde est bien fait, l'ONG ne doit pas avoir à exister, quoi. Et l'idée de plus en plus, c'est de faire du renforcement de capacité, on dit, ou du transfert de compétences aux autorités locales. Voilà, c'est vraiment former, transmettre les savoirs, mais pas de façon purement descendante, quoi. Pour être sûr que ce soit s'adapter, échanger, et après trouver la meilleure façon pour construire un projet et le transmettre aussi. C'est ça, et se retirer petit à petit. Et vraiment avoir en tête qu'il faut se retirer, quoi. Ce qui peut être difficile quand même quand c'est sur le terrain. C'est ça, et puis au final, une ONG, c'est à but non lucratif, mais c'est un organisme qui doit payer ses salariés. Et du coup, ça veut se retirer, ça veut dire fermer, tu fermes, tu vois, tu fermes ta boîte, c'est fini. Donc c'est pas facile d'avoir ça. Enfin, c'est facile de le dire, de le faire, c'est plus compliqué. Après, c'est arrivé là encore récemment au Cambodge, une ONG qui s'appelle Watershed et qui a été créée par des Canadiens, il me semble. Et là, ils ferment leur programme et ils communiquent bien dessus d'ailleurs, ce qui est important. Mais c'est important. Et pour en revenir aux différents types d'ONG, dans l'aide et le développement, personnellement, j'ai l'impression que les ONG d'urgence sont beaucoup plus médiatisées que les plans de développement dans les pays. Est-ce que tu aurais une explication par rapport à ça ou... C'est une très bonne question. Est-ce que c'est parce que c'est des ONG plus grosses qui ont plus de fonds pour communiquer ? Est-ce que c'est parce que le grand public, entre guillemets, les citoyens, citoyennes sont plus réceptifs aux situations d'urgence que de développement ? Il y a sûrement de ça. Moi, personnellement, j'aime pas trop le démarchage commercial. Pas commercial, mais dans la rue où c'est du marketing émotionnel, comme on dit. On te fait culpabiliser pour que tu donnes. Bon, après c'est aussi utile que des particuliers puissent donner. Mais voilà, je pense qu'il y a de ça. Il y a l'effet, il y a une catastrophe, donc je m'identifie plus facilement que des problématiques à long terme où le manque de toilettes tue plein de gens par an, mais en fait ça se voit pas. Donc c'est beaucoup plus profond et moins direct pour communiquer dessus. Ok. Donc peut-être que je suppose que ça joue. Après, c'est vrai que les ONG, des ONG de développement sont peut-être plus petites aussi en général. Ouais, je pense. Et on parlait du coup de dons des particuliers à l'instant. Je serais curieux de savoir un peu comment fonctionne de manière financière une ONG. Comment elle se finance tout simplement. Il y a des finances publiques.
il y a des fonds, par exemple, alloués par l'AFD, c'est ça? Oui. Comment, toi qui l'as vécu, comment ça fonctionne et comment une ONG arrive à subvenir à ses besoins financiers? Ouais. Alors c'est pas simple évidemment. Après voilà évidemment. il y a plusieurs types de financement, soit comme tu disais des financements publics, comme l'Agence française de développement, mais aussi les métropoles, les régions. Les métropoles notamment peuvent allouer jusqu'à 1% de leur budget à des projets de développement international. Alors je suis pas spécialiste sur la question des financements, mais il me semble que c'est plutôt dans le cadre d'appel à projets. En tout cas, il y a des dossiers à compléter, etc. Des procédures à suivre pour un montant défini. Et les gouvernements, les institutions plus grandes européennes participent aussi? Il peut y avoir des fonds de l'Union européenne, par exemple. Okay. Ça peut être l'Agence française de développement, ça peut être la Banque asiatique de développement, la Banque mondiale. Mais alors, plus tu vas dans des structures importantes, des financeurs importants, plus ils financent au minimum des montants qui sont élevés. Okay. Et donc quand c'est une petite ONG, par exemple, tu vas pas demander. Non, il y a des bailleurs auprès de qui tu vas pas trop frapper, quoi. Ok. Et quelle part ça représente du coup dans ce cas-là les financements particuliers, les dons des particuliers? Est-ce que c'est anecdotique ou Eh ben, c'est une très bonne question. Je pense que ça dépend beaucoup des ONG. Il y a, au-delà des financements publics, il y a aussi les financements privés. Tu peux avoir des fondations d'entreprises. Okay. Je sais qu'OEVI, par exemple, c'était financé notamment par la Fondation Suez. Mais pas que. Il y a des financements aussi des fondations familiales, tous des gens qui je veux bien, merci. Voilà. Donc ça peut être très varié et ça dépend de la structure, de la taille de la structure, aussi du coup du domaine dans lequel elle œuvre, parce que j'imagine que les entreprises privées peut-être financent plutôt des thématiques qui leur sont liées. Ouais. Okay. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais que tu étais parti avec la fondation, je sais pas si c'était une fondation de Suez ou l'organisme de Suez. C'est l'association de solidarité Suez. Et donc, il y a beaucoup de grands groupes ou de groupes qui ont leur. C'est une bonne question sous cette forme, pas forcément, mais Veolia a une fondation. Je sais pas s'ils font du mécénat de compétences de cette façon-là ou pas. Des groupes qui ont des expertises dans un sujet qui est lié au développement ou à l'urgence sur place, quoi. Ouais, je sais qu'on avait eu, je pense, un appui d'Artelia aussi, d'experts d'Artelia, qui ont aussi une fondation. Mais c'est souvent. C'est intéressant peut-être pour mettre un pied dans l'ONG quand on est dans une entreprise et voir si ça nous plaît ou pas. Toi, c'est ce que tu as pu faire du coup avec l'urgence en l'occurrence, mais c'est intéressant de savoir que ça existe ce type de format de travail, travailler en étant en congé ou à la retraite pour des ONG. Ouais. Ok. C'est quelque chose de possible. Et le congé de solidarité, alors moi, j'ai carrément quitté l'entreprise, mais c'est pas forcément comme ça que ça se termine. Ouais, c'est une possibilité. Ça peut être, je pose 2 semaines de congé de solidarité. Alors, tu peux les avoir que si c'est pour une mission à l'étranger de solidarité internationale. Mais ça peut être aussi une façon de tester un peu la chose, ou juste d'aller voir une fois. Voilà. Ok. C'est peut-être une possibilité. Intéressant. Peut-être rentrer un peu plus dans la discussion du métier d'ingénieur dans les ONG. Là, on a un peu débroussaillé le chemin sur qu'est-ce qu'une ONG. J'espère que ça aura éclairé nos auditeurs. Pour être dans une ONG, il y a besoin de pas mal d'expertise, que ce soit des médecins, des agronomes, des ingénieurs notamment. Comment est vu le rôle de l'ingénieur au sein des ONG? Est-ce que l'expertise technique de l'ingénieur est recherchée? Comment tu l'as vécu? Alors d'abord, ça dépend des ONG et du secteur sur lesquels elles interviennent. Il n'y a pas toujours des ingénieurs, mais évidemment dans les domaines dans lesquels, qu'on connaît, il y en a besoin. Je dirais, ça dépend aussi du projet, si c'est de l'urgence ou pas, etc. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il n'y a pas que des compétences techniques qui sont attendues. Alors, ça dépend. Après, il y a différents types de postes et puis de besoins. Il y a parfois des besoins effectivement très techniques. Ça peut arriver de faire appel justement à des experts qui sont en poste à ce moment-là pour ça. Okay. Mais pas seulement, ça peut être des employés. Moi, ça n'a pas été mon cas. Généralement, tu as besoin aussi d'avoir une capacité d'écoute qui est importante
et d'adaptation pour bien comprendre le contexte dans lequel tu te situes, pour développer des solutions adaptées et pour que la technique soit au service de l'usager et pas le contraire. Parce qu'il y a eu plein de projets développés depuis la France, par exemple, des techniques très abouties, même qui coûtaient pas trop cher, des innovations techniques. Ensuite, on les met sur le terrain. Voilà. Et puis, en fait, sur le terrain, ça n'a pas de sens. Parce que ça a été développé justement en France et pas sur le terrain et pas adapté à la situation. De façon déconnectée du terrain. Et au mieux, je dis pas que ça marche jamais, mais c'est vrai que je suis assez sceptique. Au mieux, ça n'a pas d'impact. Au pire, ça peut avoir des impacts négatifs qu'on n'a pas imaginé. C'est pas le but. Ouais. Donc c'est vraiment cette démarche de développement. Et puis, alors d'urgence, c'est un peu différent. Mais en tout cas, le développement, c'est de construire. T'es obligé de construire avec les personnes que tu vises et les partenaires locaux des solutions. Sinon, t'es à peu près sûr de te planter, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Parce que comme tu fonctionnes pas du tout de la même façon qu'eux, qu'il y a un gouffre culturel, etc. Si tu fais comme tu le penses, à faire rentrer un projet dans une case qui n'est pas la bonne. Bah, ça va pas durer. Soit ça va pas marcher du tout, soit ça va pas durer longtemps. Et du coup, c'est un peu de la perte de temps, d'énergie et d'argent. Comment tu avais candidaté du coup en ONG? Est-ce que c'est dur de trouver des postes d'ingénieur en ONG? Et comment ça se passe? Comment tu choisis peut-être en ONG si tu as envie de travailler en tant qu'ingénieur dans une ONG? C'est une bonne question. Moi, quand j'ai contacté OEVI, ils cherchaient pas les offres d'emploi qu'il y avait sur leur site, c'était pas des profils d'ingénieurs. Et quand j'ai frappé à leur porte, ils m'ont dit super. Donc des fois, faut aussi peut-être on peut provoquer l'opportunité. Spontané finalement. Ouais, ça peut. Après, je sais que sur les missions d'urgence, ils recherchent souvent des profils ingénieurs techniques aussi, pour les creuser des puits ou tu vois, des traitements de l'eau. Plutôt sur les CDD du coup, ou ça reste c'est une bonne question. Si c'est d'urgence, est-ce que c'est souvent plus du CDD? Je pense que l'urgence c'est plus du CDD parce que c'est des missions qui sont plus courtes généralement, parce que c'est très intense. Tu peux pas rester en situation de conflit pendant 3 ans non-stop. Enfin, en tout cas, c'est pas conseillé. Et c'est de ce que je comprends, en tout cas, c'est souvent une alternance entre des missions très intenses sur le terrain, des quelques mois sur place, enfin en France pour souffler. Et d'après ce qu'on m'a dit, le salaire aussi est un peu plus élevé sur des missions d'urgence parce qu'ils tiennent compte du fait que quand tu rentres, tu as besoin de quelques mois pour te remettre, quoi. En développement, je pense que c'est plus des contrats de plus long terme. Encore une fois, sur l'urgence, il y a sûrement aussi des CDI. Il y a des postes au siège aussi. À distance du coup. Comme tu as pu le faire plutôt chez OEVI à la fin, notamment. Oui. En fait, c'est vraiment 2 types de postes. C'est à la fois soit sur le terrain, vraiment dans le feu de l'action, la mise en place des projets, des infrastructures, etc. Ou alors au siège, où tu as des rôles de coordination, de partage des connaissances et des bonnes pratiques, de capitalisation, de communication aussi. C'est ce que de compétences diverses. Ouais, c'est pour ça que je trouve plus ma place en tout cas pour l'instant. Dans des ONG, c'est que il n'y a pas du tout que la technique, ça touche à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de relationnel aussi qui est à l'interface entre à la fois les personnes qui bénéficient du projet. Là, moi, c'était des habitants de bidonville. T'es en contact avec l'équipe sur place en France, les partenaires techniques, les partenaires financiers, les autorités locales sur place. On avait des échanges avec la municipalité, enfin la métropole, avec les ministères aussi. Moi, ça m'a permis aussi de découvrir tout le milieu les professionnels de l'assainissement internationaux et anglo-saxons. Il y a une sacrée bande de passionnés. Mais du coup, ça donne accès aussi à des réseaux de partage de connaissances, des conférences, etc. Et c'est très riche, quoi. Je trouve que c'est peut-être plus décloisonné d'une certaine façon que quand on travaille. Puis tu vois le projet dans son ensemble, donc du coup, même en France ou à l'étranger, de aussi avoir l'opportunité d'avoir le poste que tu avais où tu gérais un projet avec différentes parties prenantes. C'est intéressant et t'es pas juste experte sur ton domaine d'eau et assainissement, mais tu vois vraiment tout le contexte de A à Z et ça doit être intéressant aussi. Ça permet d'avoir un recul aussi et puis de garder en tête
Et c'est ce dont on se rend compte, que ce soit en urgence ou en développement, c'est que la technique, en fait, c'est une petite partie du problème et que c'est souvent pas la partie la plus complexe à résoudre, mais que c'est plus l'acceptation sociale des technologies ou des techniques développées qui est pas facile à gérer et à anticiper. On va dire, par exemple, un exemple concret en ce moment, c'est par exemple se laver les mains ou porter son masque. Faire en sorte que les gens le portent ou ça. Développer la technique, ça a été, mais. Oui, voilà, c'est très simple en fait. Dans des bidonvilles où c'est peut-être pas forcément facile. Non, mais chez nous non plus. Hein. Oui, bien sûr, c'est vrai, on s'en est rendu compte. Ouais, c'est pas facile. C'est vrai que de garder par exemple, je pensais à la distanciation sociale, peut-être que dans des endroits où. Ah oui, dans les zones, c'est pas possible. Non, ça, c'est pas une mesure adaptée, par exemple. Là, c'est un bel exemple du confinement en Inde. Bon. Ouais. Et pour en revenir à la question de Clément sur le choix de l'ONG, si on fait une petite comparaison entreprise, parfois on peut être amené à bosser dans une entreprise et finalement se rendre compte que ces valeurs ne collent pas à l'entreprise, on s'y sent pas bien. Est-ce que ça peut exister en ONG ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu ou que tu as déjà eu des collègues ou des connaissances qui finalement ne se sont pas sentis bien avec l'équipe ou dans l'ONG ? Oui, ça peut arriver, bien sûr, ouais. Déjà, il y a des ONG, alors ça c'est un exemple, mais qui peuvent être pas confessionnelles, alors tu vois, liées à la religion. J'ai pas le terme qui me vient. Okay. Donc bon, généralement c'est signalé à l'avance, donc si t'es pas en phase avec ça, vaut mieux pas y aller. Mais du coup, ça peut être un facteur. Il peut y avoir des problèmes d'entente dans l'équipe, etc. En ONG aussi bien qu'en entreprise, d'autant plus. Pas d'autant plus, mais du coup en ONG, il y a peut-être le côté où tu as plus d'affect, peut-être plus facilement parce que tu touches, tu vois, des populations en difficulté. Et du coup, on y met peut-être plus que ce qu'on devrait dans notre travail. Et du coup, peut-être que ça peut créer aussi plus de tension plus rapidement, peut-être. Il y a aussi une question. Comme on est dans des contextes un peu, on est inhabituel, on est loin de chez soi, on est loin de ses proches, et du coup garder une frontière entre sa vie privée et sa vie professionnelle, c'est plus compliqué. En urgence encore plus. Là, je vous disais, vous vivez carrément avec vos collègues, donc là c'est impossible, je pense. Mais même en développement, c'est pas forcément simple. Et je pense que c'est important de garder un minimum de séparation entre les deux. Les choses restent un peu saines. Donc voilà. On va y revenir à la partie vie privée et essayer de trouver l'équilibre. Une petite question. T'as pas commencé directement en ONG à la sortie de ton diplôme. T'as commencé par une expérience en bureau d'études. Est-ce que tu penses que cette expérience t'a aidé et a été utile pour toi dans ton projet ? Et est-ce que tu penses qu'on peut travailler en ONG dès la sortie de l'école ? Très bonne question. Alors, j'ai pas travaillé en ONG tout de suite parce que déjà, je connaissais pas tellement ce milieu-là. C'est vrai qu'on n'en parle pas en école, en fait, finalement. Non. Moi, on m'avait parlé de bureau d'études et d'EDF, et de labo de recherche. Donc voilà, je suis allée un peu par là. Si on m'avait parlé de l'Agence française de développement qui proposait des stages et des volontariats internationaux, les volontariats, j'ai découvert après, finalement, ça s'est pas fait, mais des stages, c'est sûr que j'aurais postulé, mais je savais pas. C'est par la force des choses que tu as suivi la ligne logique et que petit à petit, que tu as fait cette expérience en bureau d'études. Oui, voilà. Mais j'ai pas de regrets parce que j'ai appris du coup, j'ai un profil qui est un peu atypique. Alors, il y en a d'autres qui ont fait du bureau d'études et des ONG, mais il y en a pas tant que ça. Et je pense que ça en fait aussi une force aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on doit travailler sur des sujets assez techniques, je sais où sont mes limites. Je sais qu'il y a des sujets où, là, on a besoin d'un bureau d'études et d'ingénieurs qui savent vraiment faire des modélisations. Trouver la frontière entre vos propres compétences et externaliser. C'est ça. Et là, je dis, non, là, il faut qu'on appelle des ingénieurs, ceux qui font les calculs, en tout cas. Et moi, je le fais plus. Mais par contre, je me sens plus à ma place pour interagir avec des personnes qui le font parce que je l'ai fait auparavant. Et pour le coup, j'ai aucun regret. Puis en plus, c'était des sujets très intéressants. J'adorais particulièrement quand on allait dans les égouts. Parce qu'on était sur le terrain et que c'était l'aventure. Mais même si c'était pas assez souvent à mon goût, mais... Chacun ses passions. Ouais. Okay. Donc voilà. Non, ça a été très intéressant aussi, même si je me sens plus à ma place en ONG.
Moi, j'ai fait quelques recherches sur les ONG et pour avoir cherché sur les études, je voulais savoir s'il y avait vraiment des études qui étaient faites pour finalement travailler en ONG. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des universités, des écoles qui développaient ça de plus en plus, plutôt axé sur le développement international. Ouais. T'aurais fait ça, enfin, tu avais connaissance de ça à l'époque ou ça n'existait pas Non, non, moi je connais, enfin autour de moi il y a personne qui faisait du développement international ou de l'humanitaire, donc c'était vraiment quelque chose qui m'était inconnu. J'avais cette envie d'être dans la solidarité, etc., avec les Restos du Cœur par exemple. Est-ce que c'est des compétences selon toi qui s'apprennent en école, les compétences que tu as développées aujourd'hui et qui sont nécessaires au métier que tu fais? Ou est-ce que selon toi, une école d'ingénieur par exemple comme tu l'as vécu, t'as apporté certaines compétences et après t'as appris le reste sur le terrain? Ouais, après je pense, alors c'est une bonne question. Effectivement, il y a aussi une école qui s'appelle Bioforce à Lyon qui là c'est vraiment dédié plus à l'urgence de ce que je comprends au monde humanitaire, y compris dans l'eau et l'assainissement. Et là c'est vraiment pratico-pratique de ce que je comprends. Enfin c'est très adapté à ces milieux-là. Adapté à ces contextes. Ouais. Moi je pense après ça dépend aussi de ta personnalité. Enfin il y a des choses moi qui sont intuitives pour moi, d'autres moins. Faut aimer le relationnel, ça c'est certain. Faut pouvoir écouter et pas être que en mode je t'explique. Ouais, comme on en parlait. Ce qui bon. Après ça dépend des profils quoi. Mais non, c'est sûr. Après, je pense que c'est bien. Enfin, c'est sûrement des études très intéressantes où tu as peut-être aussi un contexte géopolitique ou qui donne aussi d'autres dimensions que j'ai dû apprendre un peu sur le tas en me renseignant sur les pays. Ou... Par intérêt, par culture personnelle ouais, aussi. Par curiosité, parce que pour moi, ça fait partie, de ma façon de m'immerger dans un pays. Enfin, en tout cas, quand je vais dans un nouveau pays, je considère que je me dois de m'immerger un minimum. Pour comprendre comment les gens fonctionnent, quelles sont leurs motivations, leurs freins, etc. Autant que possible. Après, j'ai aussi compris à un moment que je pourrais jamais tout comprendre. Et que... Dans les compétences nécessaires, du coup, tu mets aussi la langue. Forcément, ouais. L'anglais est sûrement indispensable. Oui. Mais est-ce que tu essayes d'avoir un minimum de base pour échanger avec les locaux ou des... Oui, alors... Tout le monde ne le fait pas. Moi, j'adore apprendre les langues, donc je suis très contente de prendre des cours de langue dès que j'arrive. Et c'est ce que j'ai fait, que ce soit au Cambodge ou au Bangladesh. Et en plus, je trouve que ça change vraiment le rapport qu'on a avec. Du coup, c'était peut-être plus accepté aussi. T'es plus accepté. Tu fais l'effort et tu montres que... Pour moi, il y a aussi une question même de tout bêtement de sécurité. Où quand t'es dans la pampa, si tu parles pas un mot de la langue, tu peux pas communiquer. C'est plus compliqué. Donc moi aussi, c'est pas pour ça que je le faisais, mais il y a aussi ce côté-là où ça me rassurait de pouvoir un peu détendre l'atmosphère. Et puis c'est souvent beaucoup apprécié. Et alors dans les métiers avec OEVI, clairement dans le bidonville, pour moi c'est indispensable. Alors j'avais pas du tout un niveau qui me permettait de travailler en bengali, mais pour moi c'était un minimum, c'était indispensable de savoir un minimum la langue. Pour qu'ils comprennent qui tu étais et pourquoi tu étais là. Oui, et puis c'est des milieux tellement différents du tien que si tu... Puis linguistiquement, c'est important de pouvoir capter un minimum. On a fait un stage humanitaire aussi, c'est vrai que tout de suite la barrière de la langue, si on arrive à rien que parler quelques mots, ça casse une barrière et c'est plus facile d'être accepté et de pouvoir travailler avec les locaux. Donc, c'est ça. C'était intéressant. Ouais, c'est beaucoup plus drôle en plus. Avec quelques mots, après, ils sont contents d'apprendre des mots. Ouais. C'était intéressant. Pour revenir sur l'évolution de ton poste au sein des ONG, donc tu as commencé sur des postes plutôt techniques. Par exemple chez OEVI, après tu as évolué au fur et à mesure pour atteindre peut-être des postes qui ont plus une portée sur la gestion de projet dans son ensemble et des compétences plus managériales. On pourrait comparer ça à une évolution de carrière d'un ingénieur classique dans une boîte privée. Est-ce que c'est toujours le cas? Toi, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as préféré? Et est-ce que tu peux rentrer dans une ONG directement à d'autres postes ou tu es obligé de passer par cette case technique au départ pour être ensuite en tant qu'ingé? Alors attends, je vais essayer de reprendre tes questions. Il y avait plusieurs en une, excuse-moi. Non, pas de soucis, c'est hyper intéressant. Alors, ce que j'ai préféré moi, déjà ton expérience sur cette évolution de poste. À la fois être en appui technique ou être en gestion de projet. Moi, j'aime bien faire un peu les deux. Enfin, à la fin, j'étais chef de projet sur le projet sur lequel j'étais sur place et en appui,
sur le même type de sujet, je trouvais que c'était l'idéal parce que du coup je maîtrisais bien ce que je faisais et j'étais d'autant mieux placée pour conseiller les autres. Comment dire? Tu peux répéter Et après, du coup, est-ce qu'on peut rentrer directement dans une ONG à des postes qui sont peut-être pas techniques, des postes plus sur la gestion de l'ONG en interne, par exemple en France, à distance, ou est-ce qu'il faut passer par cette étape du terrain où on va vraiment réaliser le projet? Je pense que ça dépend. Alors ça dépend de ce que tu as fait avant, bien sûr, mais je pense que pour être responsable de projet depuis la France, ou en appui depuis la France, c'est toujours mieux d'avoir vu le terrain avant. Ce sera beaucoup plus facile en plus pour toi d'appuyer les gens sur place. Si t'as mis les mains dans le cambouis avant et puis que tu perçois un minimum ce qui se passe sur place. Moi je sais quand je supervisais la personne qui était aux Philippines, les premiers mois j'ai pas pu aller sur place et dès que j'ai pu faire une mission de 3 semaines sur place, ça a fluidifié plein de choses. Ne serait-ce que rencontrer les gens de visu, mais pas seulement. Facile après, c'est pas logique. On se rend beaucoup plus compte du quotidien de ses collègues, des choses, même si on te le dit, tu l'intègres. Le vivre, c'est sûr que ça aide. Ouais, ça change tout. Donc, pour moi, je pense que c'est toujours pertinent de faire du terrain avant d'avoir des postes depuis le siège. Même si c'est pas impossible non plus d'entrer directement au siège. D'accord. Je fais une petite pause, moi. Ouais, on vient d'explorer le thème de l'ingénieur en ONG avec une petite question. Claire, peut-être que tu peux en piocher une et Clément, tu la poses, tu me la donnes, je te la lis. Et... Ok. Puis on va voir si tu réussis le test. Ah. Alors. La pire anecdote, moment frayeur que tu aies eu en voyage. Oh, intéressant. Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu. Il y en a eu quelques-unes. Alors frayeur, Alors attends, je réfléchis. Prends ton temps. Ouais. Ça dépend de tout à l'heure. Je vous parlais de l'attentat avec. Oui, ça forcément. C'est plus qu'une frayeur. Je sais. Il y a eu un tremblement de terre à Bali, ça c'était pas très fun. C'était pas très fort, mais suffisamment. Où j'étais en train de m'endormir et je me suis dit mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qui secoue? Et puis au bout d'un moment, j'ouvre les yeux et je me dis mais c'est pas elle. Donc là c'était un peu forcément stressant. Mais sinon. C'est vrai que la vie dans ces pays-là est très éloignée du mode de vie qu'on peut avoir. En France, comment t'as vécu ça toi? Est-ce que c'est un frein sur ton envie d'aller travailler sur place, de vivre longtemps à l'étranger, surtout dans ces pays plus hostiles? Ouais, alors c'est effectivement très différent et c'est ce qui pour moi en tout cas était très particulièrement stimulant. Je dirais que c'est ce que je disais souvent et notamment du Bangladesh, c'est-à-dire que c'est très intense pour le meilleur comme pour le pire, quoi. Donc faut le savoir. Ouais, donc il y a des moments extraordinaires, il y a des moments très difficiles. L'attentat en a fait partie. C'est vrai que ça refroidit aussi ce genre d'épisode. C'est pas forcément complètement rédhibitoire, mais je pense que maintenant je sais pas si j'irai en Irak comme ça pour une semaine par exemple. Peut-être, mais en tout cas aller à long terme sur des pays où il y a des véritables risques. Donc t'as quand même le choix de ton pays. Enfin, tu peux vraiment choisir, selon les missions qui sont en possible, en cours. Tu peux quand même choisir le pays et c'est pas toujours facile de trouver une mission déjà tout court et puis en plus dans un pays qui te plaît. Moi le Bangladesh j'ai pas choisi, j'y suis allée parce que et finalement j'ai adoré même si c'est un pays qui sur le papier peut faire peur ou quoi, ou pas envie en tout cas. Pas forcément glamour. Non, c'est pas glamour du tout. Quand tu tapes Bangladesh, petite expatriée, tu dis waouh. Et en fait, je sais pas, moi j'ai trouvé aussi des aspects extraordinaires, que ce soit culinaire, culturel, etc., relationnel. Donc ça prenait le dessus, ces aspects positifs sur peut-être le danger, l'isolement. C'est aussi des questions qu'on retrouve. Peut-être le changement de climat, le fait de se sentir aussi peut-être seul, la vie avec d'autres
d'autres salariés de l'ONG? Je sais pas comment ça se passe, souvent très proche peut-être. Ouais, effectivement, il y a une phase, au départ, t'arrives et tout est nouveau. Il faut que ce soit le climat, l'alimentation, tes repères, où est-ce que je vais acheter une table, une chaise. Des fois, c'est rien en France, mais des fois, ça peut paraître, tu te dis, oh là là. Il y a pas, tu vois, les numéros dans les rues sont même pas dans l'ordre. Enfin bon, c'est compliqué des fois. Donc il y a toute cette phase-là, une phase d'adaptation. Et d'un autre côté, on rencontre aussi des gens, et notamment des expatriés, beaucoup plus vite que quand tu arrives dans une nouvelle ville en France où tu connais personne. Parce que du coup, notamment les expatriés, mais c'était vrai aussi quand je suis allée au Danemark par exemple, tout le monde est dans la même situation, c'est-à-dire que tout le monde est loin de ses proches et a besoin de créer des liens rapidement. Et du coup, ça se fait très très vite. Ça rapproche les gens. Ouais, ça rapproche les gens. T'as des associations ou des groupes de gens, etc., dans lesquels tu peux rentrer très facilement. Et aussi, toi, une fois que tu es sur place, quand tu entends parler de nouveaux arrivants, tu lui donnes tout un tas d'infos autant que possible dès le début. Et du coup, les choses se font très très vite. Et beaucoup plus vite qu'en France. Et c'est ce qui fait aussi que souvent les expatriés, quand on vit longtemps à l'étranger, le retour en France, c'est pas forcément évident. Bon, pour tout un tas de raisons, mais peut-être aussi celle-là où c'est plus difficile de rencontrer des gens, notamment en ce moment, de rencontrer des nouvelles personnes. Il y a une phase d'adaptation dans les deux sens, à l'arrivée du pays et au retour en France. Ouais, tout à fait. Et les relations étrangers, c'est principalement au sein de l'ONG. Enfin, tu disais que des nouveaux arrivants, donc forcément tu les rencontres, et des associations, mais aussi des associations d'expatriés. Oui, en dehors. Oui, je parlais pas de l'ONG. Évidemment, entre collègues, il y a une forte entraide, heureusement. Mais donc tu peux aussi sortir un peu de ce... Ouais. Parce qu'on se posait la question, pour les expatriés par exemple, pour les grandes entreprises, c'est carrément des villes entières d'expatriés ou des quartiers. Quand tu arrives avec une ONG, peut-être que tu connais moins de monde en arrivant. Est-ce qu'il y a quand même... Est-ce que justement tu rencontres quand même d'autres gens, d'autres français ou occidentaux ou même d'autres nationalités facilement? Ouais, alors après ça dépend de chacun aussi. Il y a plein de façons de vivre une expatriation, de l'endroit. Je sais qu'entre moi, ce que j'ai vécu, le Cambodge et le Bangladesh, la vie d'expat, comme on dit, c'était très différent. Au Bangladesh, c'était un peu flippant au début. Enfin, c'est assez pas sectaire, mais presque. C'est-à-dire que tu as des clubs d'expatriés. C'est issu du fonctionnement britannique. Pardon pour nos amis les Anglais, mais donc t'as le club des Hollandais, le club des Britanniques, le club nordique, nanana. Ça se mélange pas. Ça se mélange pas. Tu peux aller d'un club à l'autre. Les Bangladais ne sont pas censés rentrer. Alors, il y a aussi une question culturelle. C'est comme 95% des Bangladais sont musulmans, ils sont pas censés boire de l'alcool officiellement. Et alors que dans ces clubs, on peut acheter et boire de l'alcool librement. Donc il y a aussi cette question-là qui justifie ça comme ça. Mais moi, ça me choque énormément qu'un Bangladais puisse pas rentrer dans un lieu sur son propre territoire. Donc c'est un peu particulier. Au Cambodge, c'est pas comme ça du tout, même si ça t'empêche pas que tu peux aussi passer ta vie qu'avec des expatriés si tu veux. Il y a une mixité naturelle plus facile. Mais oui, un peu plus. Et puis c'était pas interdiction d'entrer au Cambodgien, quoi. Même si après il y a aussi une question de moyens financiers qui fait que ça trie quand même malgré soi, quoi. Forcément. Mais voilà. Bon, dans mon cas, j'avais besoin de connaître à la fois des expatriés, des gens qui étaient dans ma situation et des personnes du pays, quoi. Ce qui est pas, c'est pas toujours facile de nouer des liens en dehors de ses collègues, notamment, mais en apprenant la langue un petit peu, ça aide déjà. Pour apprendre la langue, ouais, c'est... Et vous travaillez en tant qu'expat dans une ONG, c'est peut-être pas le métier qui peut coller à tout le monde et qui correspond à tout le monde. Enfin, c'est aussi des sacrifices, parfois pas que des sacrifices, c'est aussi du bon côté. Mais je suppose que c'est pas quelque chose qui correspond à tout le monde. Est-ce que tu as eu des connaissances qui l'ont vraiment mal vécu sur place? Oui, déjà il y a des personnes qui supportent pas forcément de vivre dans des contextes pareils, parce que c'est déjà ne serait-ce que par rapport à la chaleur, l'alimentation, les moustiques, enfin il y a plein de raisons de pas avoir envie ou de pas être en mesure de s'adapter. Des fois ça va être l'éloignement de ses proches, des fois ça va bien un an ou quelques mois, mais au bout d'un moment non. Ça dépend vraiment de chaque personne. Moi, ce que je peux recommander, c'est d'essayer d'aller faire un séjour assez bref,
Pour voir comment on se sent. Ouais, de quelques semaines pour sentir un peu les choses, parce que c'est vrai que ça peut être particulier, et même dans un autre pays européen, je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Nous, on était en manque de fromage surtout. Ouais. Ça c'était dur. Moi, c'est les galettes et les huîtres en bonne bretonne qui me manquent. Premier repas en rentrant, on savait ce que Ouais. c'était. Ok. Tu parlais du manque des proches peut-être. C'est vrai qu'avoir un mode de vie comme celui-là, ça peut être dur pour sa vie familiale. C'est aussi un critère dans ce choix de vie, dans ce choix de métier. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que ça... Aujourd'hui, tu as envie de te poser un peu plus à Nantes et Ouais. peut-être de moins aller sur le terrain comme tu l'as beaucoup fait. Comment tu arrives à gérer ça? Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend vraiment de... Je pense pas qu'on peut se dire... Il y a un modèle. Ouais, voilà. Je pense que de toute façon, dépend des gens. si toi, ton truc, c'est d'aller à l'étranger et de vivre là-bas, c'est pas pour ça que tu vas jamais rencontrer quelqu'un avec qui ça colle et qui pourra vivre la même chose. Après, évidemment, cette question de déménager, etc., quand t'es deux, c'est plus compliqué. Il faut que l'autre personne puisse s'adapter. Il faut qu'elle en ait envie aussi. Il faut qu'elle puisse s'adapter. Il ou elle puisse s'adapter. Et avoir les mêmes envies au même moment, c'est pas toujours simple. Là, c'est sur la question de l'expatriation, mais bon, ça peut être sur d'autres sujets aussi quand on reste en France. Même sur les rythmes de travail, parce que c'est vrai que du coup, dans l'urgence, il y a un rythme plutôt saccadé. C'est-à-dire travailler localement sur place, puis rentrer en France en congé. Toi, comment tu as vécu ces rythmes de travail? Est-ce que tu as vécu des longues missions sans pause? Est-ce que tu as quand même des congés? Comment ça se passe? Alors pour moi, c'était du développement. Du coup, c'était pas vraiment des missions. Enfin, c'était c'est juste que je vivais là-bas. Ouais. Okay. C'était les 2 ans au Cambodge. Je vivais là-bas. Je rentrais en France régulièrement. J'ai dû rentrer. Je sais plus combien de fois je suis rentrée, mais plusieurs fois. Okay. J'en profitais pour voir mes proches. Mais il y a aussi mes proches qui sont venus me voir au Cambodge. Et on a passé des moments là-bas qu'on n'aurait jamais passé ensemble en France. Enfin, pour certains en tout cas. Ouais. J'ai une amie par exemple qui est venue me voir, c'est la première fois qu'elle partait à l'étranger. Et depuis, elle part dans d'autres pays. Enfin, elle se sent plus à l'aise. C'était l'élément déclencheur pour elle? Ouais, c'était chouette. Okay. J'ai eu un ami qui est venu me voir au Bangladesh aussi. Et c'était très chouette. Donc on n'a plus le même... Ça change évidemment un peu le rapport avec ses proches qui sont en France. Forcément. C'est vrai que pour moi, c'était un peu frustrant aussi de rentrer en France et puis en 2 semaines, il faut voir tout le monde. En fait, c'est juste pas possible. Ouais. Donc, tu fais une soirée avec tout le monde et puis en fait, tu vois personne. Quoi. Enfin, c'est un peu frustrant. C'est aussi ce qui me fait avoir envie de rentrer en France et avoir des relations un peu moins sporadiques, on va dire. Ok. Et si je peux ajouter quelque chose, il y a aussi, moi j'ai rencontré des couples par exemple qui changent de pays tous les 5 ans, tous les 3 ans, et pour qui ça fonctionne très bien, y compris avec des enfants, et pour qui ça fonctionne bien, d'autres pour qui ça fonctionne pas, et bon, je pense que en France aussi il y a des raisons pour que ça fonctionne ou pas. C'est sûr. Quel voyage t'as préféré ou quel pays d'un point de vue culturel personnellement t'as apprécié et pourquoi? Le Bangladesh, j'ai beaucoup aimé. Ouais. T'en parles depuis tout à l'heure. Non, j'ai beaucoup aimé le Cambodge aussi. Au Cambodge, il y a eu le génocide des Khmers rouges qui fait que, donc c'était dans les années 70 et qui a eu des répercussions de long terme sur la population et qui a notamment décimé une grande partie des artistes. Donc c'est assez triste. Et du coup, il y avait toujours le Ballet Royal du Cambodge, par exemple. Mais souvent, les représentations artistiques et culturelles, c'était des ONG, quoi, qui faisaient un super boulot. Mais du coup, je trouvais c'était un peu bizarre d'avoir... il y avait ce côté humanitaire aussi dans la culture. Donc c'était un peu déroutant. Et j'ai vu des très belles choses. Et au Bangladesh, en fait, c'est un peu particulier. Du coup, c'est un pays quasiment exclusivement musulman, avec aussi une forme d'islam, en tout cas beaucoup prône le fait qu'il n'y ait pas, c'est ce qu'on m'a dit, mais de trans sous autre forme que la religion. Ça veut dire que par exemple la musique n'est pas forcément la bienvenue. Okay. Donc avec ça, ce qui est et en fait j'ai vu des concerts ou des spectacles de danse ou
des ballets qui étaient magnifiques et en fait c'est gratuit parce que sinon personne ne vient et donc il y a un public le rapport à la musique est différent. Ouais. Et au spectacle. C'est ça, ou alors des festivals où il y avait plein de monde, un festival folk où ils invitent aussi des chanteurs d'Europe et tout ça, plein de jeunes et bien alors c'est entièrement sponsorisé quoi. Tu payes pas ta place, c'est assez surprenant. Bon, c'est pas pour ça que j'ai aimé, mais mais j'ai vu des spectacles de danse qui étaient particulièrement fascinants, des festivals aussi. Il y a des minorités ethniques, notamment des hindous. J'ai été des fois, en plus par hasard, au milieu de festival où tu te retrouves sur une rivière mais avec des bateaux de partout. Il y a des couleurs dans tous les sens. Enfin, c'est assez incroyable. C'est rêvé quand même. Surtout en ce moment, on peut pas voyager. Oui, en ce moment, ouais. Ça donne envie. Ouais. Mais ils sont en confinement aussi. Ah. En ce moment. Il y a un point que j'aimerais aborder, moi peut-être un cliché que tu pourrais soit casser soit confirmer, le salaire d'un ingénieur ONG. Dans ma tête il est plus bas, mais est-ce que c'est vraiment le cas qu'en entreprise par exemple? Ouais, alors ça peut être le cas et c'est pas forcément le cas. Ça dépend déjà de ce que tu fais en entreprise. Oui. Dans l'ingénierie en environnement, t'es pas très bien payé, surtout si tu fais du bureau d'études. Si tu es dans de l'exploitation d'infrastructures, l'entreprise se fait une marge qui est différente quand c'est purement de la prestation intellectuelle. Et ce qui fait que de toute façon, tu n'es pas très bien payé par rapport à un ingénieur informatique ou autre. D'autres domaines. Ouais. Et après, ça dépend des ONG. Il y a des ONG qui ont des niveaux de salaire particulièrement bas. Et moi, je suis contre ça parce que je considère que c'est pas parce que tu travailles pour des gens ou des pays qui sont dans le besoin, entre guillemets, ou qui sont en difficulté, que tu dois avoir un niveau de compétence et donc de rémunération inférieur, au contraire. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir éviter ça pour l'instant. Voilà, mais personnellement, non, j'ai pas baissé de salaire. Enfin, au début si, mais ensuite non, j'ai retrouvé un même salaire, voire plus supérieur. Ouais. Ok, donc c'est bon à savoir. Donc c'est possible, et peut-être aussi que cette expérience en bureau d'études préalable aide à ça. Il y a une évolution au sein de l'ONG. Peut-être, enfin je pense. Et j'avais une autre question, est-ce que toi t'as d'abord commencé en privé, donc avec ton bureau d'études, t'as beaucoup travaillé en ONG, est-ce que tu penses que ce serait facile aujourd'hui de retourner, peut-être t'en as sûrement pas envie, je sais pas, de retourner en privé, est-ce que c'est facile à valoriser dans l'entreprise? Est-ce que ça peut faire peur qu'il y ait des années et des années de travail en ONG à l'étranger? Alors c'est une bonne question. Alors j'ai fait quand même 6 ans et demi 6 ans dans le privé et 3 ans et demi en ONG. Donc c'est finalement un peu plus, même si l'ONG a pris beaucoup de place. Mais non, je pense que je pourrais retourner dans le privé, pas n'importe où. Ni dans n'importe quel contexte. Je pense que j'aurais besoin d'un endroit où il y a pas mal de flexibilité, je pense. Peut-être sur des sujets aussi d'innovation. Par exemple, il y a des choses à faire sur les toilettes sèches parce qu'on ne pourra pas éternellement tirer la chasse d'eau potable avec le changement climatique. Donc là, il va y avoir des changements à faire à la fois technologiques et puis d'acceptation sociale. Peut-être que là, du coup, ton profil peut être valorisé. Je pense. D'avoir développé ces innovations-là à l'étranger. Peut-être justement, à l'inverse, au lieu d'implanter le modèle occidental à l'étranger, se servir des innovations développées dans ces pays-là pour s'en servir en France, par exemple. Oui, exactement, ouais. Moi, je pense, du coup, là, je suis revenue en France il y a quelques temps déjà, et je regarde de près un peu où on en est en France, ce qu'on fait, quels sont les enjeux. Et je pense de plus en plus qu'on a beaucoup de choses à apprendre, des leçons qu'on peut tirer dans les pays qu'on dit moins développés, pour innover de façon plus pertinente et plus rapide chez nous dans le cadre de la crise sanitaire, du changement climatique. Toutes les crises qu'on vit. Toutes les crises et puis qu'on vit et qu'on va continuer de vivre malheureusement. Et donc oui, c'est essayer de faire des ponts et pas juste que les Occidentaux expliquent aux autres comment on fait, mais qu'il y ait aussi des retours d'expérience dans les deux sens. Et que les professionnels qui, comme moi jusqu'à présent, ça faisait 7 ans que je regardais plus que ce qu'on fait en développement à l'international, c'est bien aussi qu'on se rappelle de ce qui se passe chez nous et qu'il y ait des liens en fait. Je pense que c'est important et que ce serait très utile. Et vous étiez sollicité ou contacté en tant qu'ONG pour justement
avoir un retour auprès d'entreprises privées en France sur ce que vous faisiez et peut-être justement ces liens dont tu parles. Est-ce que tu les as vécus avec d'autres entreprises privées, des partenaires peut-être, ou à Suez, chez Suez? Avec des entreprises privées, pas forcément. Ce que je peux dire sur ce lien-là, c'est que par exemple, avec le début de la crise sanitaire, avec le Covid, là, depuis un an, il y a des ONG françaises qui auparavant intervenaient uniquement à l'international, qui soit se posent la question, soit ont déjà commencé à intervenir en France. Il y a notamment Solidarité Internationale qui intervient dans les bidonvilles, y compris ici à Nantes, pour l'accès à l'eau potable et ils espèrent sans doute l'assainissement aussi. Et donc d'après ce que j'ai compris, c'est les pouvoirs publics qui sont allés les chercher en disant on a aussi besoin de vous. Ouais, vous qui avez cette expérience-là dans des contextes de crise à l'étranger, peut-être que ça peut servir chez nous, quoi. Donc, c'est une belle nouvelle. Enfin, c'est dommage de devoir attendre ce cas de figure pour que ça se fasse, mais c'est une bonne chose, je pense. Je pense qu'on a fait le tour des questions, pour ma part en tout cas. On a bien égaré le terrain. Merci pour tes conseils merci à vous. Et puis pour ton témoignage. On peut remercier les lieux peut-être qui nous a accueillis. On va remercier Canopé Restaurant pour nous avoir accueillis. On est au centre-ville de Nantes, 16 rue Marceau, donc dans un bar-restaurant qui est ouvert en novembre 2019. C'est assez récent. Pour la petite histoire, c'était une ancienne cave à vin à l'époque. Il y a eu de grands travaux qui ont été faits par le gérant, Vincent, pour le nommer. Donc vous pouvez sûrement voir sur la vidéo, il y a une grande verrière qui abrite une végétation assez généreuse et c'est très agréable. Enfin, je sais pas comment. Et le nom Canopé a tout ce sens et ça vient de là. Donc ici, cuisine plutôt généreuse, teintée et inspirée de voyages et de retour de voyage, peut-être du Bangladesh, je sais pas. De la simplicité, on y travaille des produits locaux, de saison, bio quand c'est possible. Et donc en ce moment, n'hésitez pas à venir, il y a de la vente à emporter. Il y a une cave à vin avec une bonne sélection de vins et de champagne. Ouvert toute la semaine de midi à 19h et également à suivre sur Facebook et Instagram canopé.restaurant Nantes et on mettra dans la description. N'hésitez pas à venir faire un tour très sympa, belle verrière et j'ai hâte peut-être d'aller y voir. Ouais, très lumineux et super agréable. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit sur cet épisode. On a entendu un peu de bruit, mais malheureusement, on espère que ça vous aura plu. Merci beaucoup Claire d'être venue témoigner sur ce sujet de l'ingénieur en ONG. J'espère que ça en aura inspiré certains. Et puis bonne continuation et bon démarrage dans ton nouveau job la semaine prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut.